France Inter. Le 7-9, intervenez. Au 01 45 24 7000, Chérif nous appelle de la région parisienne Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour Chérif. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Monsieur Chevènement. Oui, bonjour. Monsieur Chevènement, vous savez, je vous connais très bien depuis que j'étais petit. Je suivais votre parcours politique. J'avoue, je suis estomaqué d'entendre quelqu'un qui chantre de la laïcité veut présider l'islam de France de demain. Je ne comprends pas quelqu'un qui chante de la laïcité peut me dire ça. Comment normalement la religion n'intervient pas dans la politique et vice-versa. Vous êtes un homme politique. Il n'y a pas de musulmans qui sont capables de diriger cette fondation. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui, quelqu'un qui va présider aujourd'hui de la fondation de christianisme ou de protestants ou des bouddhistes et voire des juifs, c'est une fondation comme ça? J'avoue, je suis estomaqué dans le pays de la laïcité. Restez à l'écoute, Voilà. Chérif. Jean-Pierre Chevènement va vous répondre. Il y a beaucoup de questions sur ce thème, à la fois sur la confusion et l'intervention de l'État dans l'islam, et puis l'idée que vous pourriez, comme le dit Chérif, être le président en quelque sorte de l'islam de France. Jean-Pierre Chevènement. Non, mais il ne s'agit pas de cela du tout. Je suis le président d'une fondation dont le but est profane, c'est-à-dire qui n'intervient pas dans les affaires religieuses. La fondation pour les œuvres de l'islam de France va limiter son action à des projets éducatifs, culturels, sociaux. Je l'ai dit, je le répète, nous formerons par exemple les imams pour ce qui est du droit, de leur connaissance de la société française, de la sociologie. C'est-à-dire, vous allez leur enseigner les pratiques, les principes républicains. Le principe, oui, le civisme, ce sur quoi il repose, ce que sont les règles de la République. Je crois qu'il est important que les imams aient un diplôme. Il y a d'ailleurs actuellement une douzaine de diplômes universitaires qui visent à la formation juridique et civique, non pas seulement des imams, mais de quiconque le veut. Et par conséquent, le Conseil français du culte musulman, dont on dit trop de mal, qui est excessivement et injustement décrié, fera en sorte qu'à l'avenir, il y ait une certification des imams, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans l'islam, tout le monde peut devenir imam. C'est quelque chose qui s'improvise. Eh bien, il y aura une certification par le culte français le Centre français du culte musulman, le CFCM. CFCM. Conseil français du culte musulman. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est Nicolas Sarkozy. Mais sur la base du travail préparatoire que j'avais réalisé. Donc, il n'y a aucune confusion des genres. Je tiens à rassurer messieurs qui m'interpellent. Moi, je ne suis pas volontaire. C'est à la demande du ministre de l'Intérieur, qui est quand même responsable des cultes, responsable de l'ordre public, que j'ai accepté cette mission provisoire. Et naturellement, il y aura à côté une association cultuelle qui sera présidée par un musulman. Et il y aura, dans l'université française, des instituts laïques d'islamologie. Donc, je rappelle ce système pour qu'il n'y ait pas de confusion et pas de procès d'intention inutile. Je reste un républicain laïque et très attaché au principe de la laïcité qui nous permet de vivre ensemble sereinement la citoyenneté française. Autre question qui revient beaucoup au standard, la question de l'argent. Martial, par exemple, de Limoges, qui vous demande comment financer un culte par de l'argent public. Où trouvez-vous cela dans la loi de 1905? La question du financement, elle est aussi, elle fait partie des missions de votre fondation, Jean-Pierre Chevènement. J'ai posé une condition avant d'accepter cette mission de préfiguration, c'est qu'il n'y ait pas d'argent étranger, c'est que les financements soient exclusivement français. S'agissant de la fondation proprement dite, dont le but est profane, il pourrait y avoir un financement public, puisqu'il s'agit de financer des projets en direction de la jeunesse, des projets éducatifs, des projets culturels, de faire connaître certains moments des civilisations islamiques qui ont été parmi les plus brillantes du monde. Je rappelle que l'islam a quand même servi de pont entre la Chine et l'Occident à un certain moment. Donc il s'est réalisé un certain nombre de choses qu'il faudrait peut-être rappeler, parce que c'est une grande civilisation. Je lisais récemment
un livre de Suleiman Mourad avec Perry Anderson qui s'appelle La mosaïque de l'islam. Je conseille à celui qui m'a interpellé de s'informer sur le chatoiement qu'a été l'islam et sur ce qu'est le corps du sunnisme, très différent du wahhabisme. Mais je l'entraînerai sur un terrain peut-être qu'il ne connaît pas. Donc, je veux borner simplement mon propos et dire sur les financements, Jean-Pierre Chevènement, pardon, vous avez des idées là-dessus? Parce que il y a 4,5 millions, enfin, oui, sans doute 4,5 millions aujourd'hui, puisque l'enquête date de 2008-2009, elle disait 4 100 000, l'enquête de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Eh bien, il y a là le denier du culte, les ressources des fidèles, il y a des contributions d'entreprises. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a ouvert une perspective, c'est qu'il puisse y avoir une redevance sur la viande halal. Vous savez qu'il y a des formes d'abattage rituelles qui devront être certifiées par les autorités musulmanes. Et là-dessus, rien n'empêche qu'une redevance puisse être perçue. Donc ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Si on veut, on peut, il faut que la volonté politique existe de faire émerger cet islam de France, cet islam républicain, cet islam compatible avec les lois de la République, dans l'intérêt des musulmans, mais surtout dans l'intérêt de la France. Parce que la France doit agréger cette population qui est la dernière vague de l'immigration, non pas seulement le Maghreb, mais maintenant beaucoup d'immigrés viennent de l'Afrique subsaharienne. Marc nous appelle du nord de la France, qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France. Bonjour Marc. Oui, bonjour Patrick Cohen, bonjour Monsieur Jean-Pierre Chevènement. Ma question est très simple. Bonjour. Je pense que c'est Jacques Lang qui, il y a déjà quelques années, avait préconisé un enseignement tout à fait objectif du fait religieux. Qu'en est-il? Comment peut-il être organisé? Par quelle méthode? Et surtout, quelles sont les personnes qui seraient habilitées à effectivement constituer cet enseignement? Objectif, bien évidemment. À quel degré d'enseignement, Marc? Au lycée, à l'université? Dans les écoles, je pense que dès les écoles. Dès la plus tendre enfance, les rudiments de ce qu'est l'histoire des religions, mais de manière objective, comme un historien objectif, si tant est qu'on puisse être objectif dans ce genre de sujet, mais progressivement donc faire en sorte que les religions puissent cohabiter. Je pense qu'il y a un phénomène qui me paraît important, c'est que l'an prochain, c'est quand même le 500e anniversaire de la religion luthérienne. Et j'ai vu à quel point la religion luthérienne et la religion chrétienne ont envisagé un certain nombre d'actions et de réflexions sur la cohabitation des religions et sur la connaissance des religions. Et ça peut être valable pour la religion luthérienne, comme la religion chrétienne, orthodoxe, juive et musulmane, bien évidemment. Merci Marc. Jean-Pierre Chevènement. Mais monsieur a tout à fait raison. Il faut arriver à enseigner le fait religieux, qui est un fait dans le monde dans lequel nous vivons. Je dirais, la laïcité est également un fait, mais elle s'exprime surtout dans les pays européens et puis dans quelques autres. Mais le fait religieux est un fait massif qu'il faut connaître. Naturellement, on ne peut pas demander à l'école primaire de dire autre chose qu'il existe plusieurs religions, etc. Mais progressivement, au collège, au lycée et surtout à l'université, il faut développer la connaissance des religions. C'est Régis Debray, à qui il faut rendre cet hommage, qui a demandé le premier que le fait religieux soit enseigné de manière laïque à l'école publique. Et c'est parfaitement cohérent avec ce que nous faisons. C'est-à-dire que, naturellement, ce que fera par exemple la Fondation visera à faire mieux connaître d'un point de vue objectif ce qu'est la religion musulmane. Les réseaux sociaux, qu'avez-vous lu sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel? Jean-Pierre Chevènement, vous avez dit le but est l'apaisement, la non-stigmatisation, mais en même temps, chacun doit faire un effort, dites-vous, et cet internaute qui se surnomme juriste de proximité voudrait bien savoir ce que ça veut dire exactement faire un effort. Je ne peux pas remplacer l'esprit de finesse qui appartient à chacun, mais dans certaines situations, on voit bien des attitudes qui peuvent être ressenties comme provocantes, qui peuvent être mal interprétées. Nous sommes dans une période très difficile. La France a connu plusieurs vagues d'attentats, des centaines de victimes. Vous croyez que c'est fini? Non.
c'est un conflit de longue durée. Il faut l'interpréter à la lumière de ce que j'ai dit sur l'émergence du fondamentalisme religieux dans le monde musulman depuis 1979. En gros, l'Iran, l'Afghanistan, l'occupation des lieux saints de la Mecque. Et puis, on voit ce mouvement qui, naturellement, a des répercussions dans notre société. Je pense qu'il y a un autre courant dans l'islam, le courant de la réforme, le courant de la nada. Il me semble que ce cours-là n'a pas définitivement perdu la partie. Il faudrait autant que possible l'encourager. Mais ça, c'est l'affaire des musulmans eux-mêmes. On ne va pas se substituer à eux. Jean-Pierre Alors Chevènement, chacun doit faire preuve de discernement. Ce qui trouble Jean-Pierre Chevènement, ou ce qui peut troubler dans vos propos, c'est le lien que vous faites entre des tenues vestimentaires qu'on peut juger ou pas provocantes et le djihadisme meurtrier qui s'est abattu sur notre pays depuis 2 ans. C'est cela, c'est ce lien-là qui pose question. Pensez-vous que j'étais dans une ville de province il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un petit garçon de 4 ans traverser la rue avec son papa, vêtu d'une kémisse, barbu abondamment, et sa maman, je dirais, c'était quasiment la burqa. Hein. Il y avait une... Est-ce que ce petit enfant de 4 ans est préparé à s'intégrer dans la société française, hein? Prenez le métro pour aller par exemple à Saint-Denis ou à Sarcelles, regardez ce qui se passe, voyez comment ça se traduit au niveau de l'école, hein? Naturellement, les populations anciennement installées, ouvrières en général, ont quitté la plupart de ces communes, ont déménagé dans des zones périphériques plus lointaines. Et au niveau de l'école, ça se traduit par le fait que 80% des enfants à l'école primaire ne maîtrisent pas le français. Donc, les parents qui le peuvent mettent leurs enfants à Paris ou bien dans des écoles privées. Et il y a une espèce de ségrégation de fait qui s'installe. Le processus de l'intégration n'est plus possible, puisqu'il y a à Saint-Denis, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple, 135 nationalités, mais il y en a une qui a quasiment disparu. Donc je pense qu'il y a des problèmes d'équilibre de la société française auxquels il faut être attentif si nous voulons aller dans le sens d'un apaisement profond, dans le sens d'une tolérance mutuelle, et si nous voulons continuer à vivre dans une république dont le principe est l'égalité de tous les citoyens devant la loi, et pas dans une société comment dit-on, communautariste ou communautariste. Ça, je crois que c'est un grand choix à l'échelle mondiale. Juste pour la polémique actuelle, faut-il une loi? Comment on sort de cette affaire du Burkini? Avec une loi ou en attendant simplement l'hiver? Je ne pense pas que la solution soit dans la loi, parce qu'on ne peut pas réglementer de manière tatillonne. Par contre, il y a place pour le combat d'idées. Et Manuel Valls l'a rappelé, l'a dit. Je pense qu'une fois, il faut le rappeler encore. Le burkini n'est pas une prescription religieuse. Le burkini, c'est une invention d'un designer de mode australien en 2003. Hein, et maintenant, les maisons de mode font ce burkini. Pour quelle raison ces jeunes femmes portent-elles le burkini? C'est sans doute complexe. Il y a eu des sondages qui montrent la diversité de leurs motivations. Disons que ce n'est pas forcément bien accueilli par la société autochtone.